Bonjour à tous, bonsoir. Le Nouveau Monde ressemble beaucoup à l'ancien, forcément, parce que la géographie n'a pas changé, le décor est resté le même. Et si la Méditerranée n'est plus le nombril du monde, elle reste un champ clos où rivalisent les riverains. Alors on dit que les civilisations dialoguent, en réalité, c'est les ambitions qui se confrontent. Et aujourd'hui, comme hier, on contemple donc le grand jeu en Méditerranée et on voit les acteurs reconquérir la puissance par la mer. Ils en rêvent, ils s'y emploient. Bonjour Richard Labévière. Bonjour. On dirait un cri de breton, ce titre, alors que vous êtes plutôt suisse. Savoyard. Savoyard, montagnard, mais marin. D'accord. Alors vous êtes rédacteur en chef de Proche et Moyen-Orient. .ch comme Confédération comme helvétique, Suisse. Puisque la rédaction chef est basée à Genève. On va le mettre sous votre nom en post-production. Vous avez écrit une vingtaine de livres, la plupart sur le Proche-Orient, mais votre vraie passion, c'est donc la mer. Vous descendez de la passerelle, vous arrivez de Djibouti. Oui, exactement. C'était bien. Du porte-hélicoptère amphibie Mistral, qui effectuait la mission Jeanne d'Arc, qui est la grande mission d'habilitation des élèves officiers de l'école navale chaque année. Et donc, les élèves officiers font un certain nombre d'exercices à la fois sur le porte-hélicoptère et sur la frégate de protection, d'accompagnement. Et donc, moi, je leur fais des cours ou des points de géopolitique sur les zones maritimes de crise. Qu'ils traversent. Vous êtes une sorte de guide de voyage. Absolument. Voilà. Un guide de voyage stratégique. Alors, c'est un essai géostratégique, évidemment, et c'est un bain de jouvence, c'est un livre formidable. Il traite de la géopolitique des océans et aussi de la vocation profonde de la France qu'elle a oubliée ou qu'elle n'a pas encore redécouvert. Et c'est reconquérir, donc, une place éminente dans le monde en jouant de cet atout qu'elle a d'être présent sur tous les océans. Ce livre est préfacé, il y a une préface élogieuse de Jean-Pierre Chevènement. Et on va donc parler de la Méditerranée, de la bataille navale qui s'est jouée au large de la Libye, ou qui ne s'est pas jouée plutôt avec la marine turque. Mais ça a failli, donc, entre frégates françaises et turques. Antoine Assaf a la même passion pour la mer. Vous êtes intervenu à l'école de guerre et à l'école navale. Vous êtes aussi capitaine de frégate. Réserve. De réserve et de frégate. Bon. Et vous êtes écrivain, vous êtes philosophe, vous êtes d'une érudition impressionnante. Et votre dernier ouvrage s'appelle « L'islam radical », publié chez Erol. Vous connaissez évidemment par cœur le Liban, par le cœur. Et on va parler de la crise ouverte en ce moment à Beyrouth. Vous aviez aussi coordonné un magnifique ouvrage sur Charles de Gaulle, et j'ai regardé attentivement les photos, mais je n'ai pas trouvé la trace de Richard Labévière. Vous êtes monté sur Charles de Gaulle ? Oui, bien sûr, souvent. Souvent. Et ce qui me mobilise davantage, c'est sa succession, puisque le Charles de Gaulle va arriver en bout de mission en 2038. Oui, éternellement veuf. Pour faire un porte-avions, il faut 15 ans. Et un des titres d'un chapitre de ce livre, c'était 2 porte-avions, sinon rien. Ouais. Puisqu'à l'époque, on avait le Foch et le Clémenceau. Un bateau était à la mer quand l'autre était au bassin. Bon. Mais bon, il y a un porte-avions et puis il y a un porte-hélicoptère, il y a le Mistral. 3 porte-hélicoptères. Bon. Il y a une confusion sur la deux qu'on a vendus et 2 qu'on a fourgués aux Égyptiens. Oui. Et je dis qu'il y a une confusion parce qu'il y a eu beaucoup d'aumôniers qui ont écrit avec moi, qui ont participé, un rabbin, un protestant, un prêtre, et puis les marins, et puis l'amiral Magne, et puis cette grande opération baliste. Mais je crois qu'ils ont dû croire que l'abbé Vière était l'abbé Vière. Il y a assez d'aumôniers. Depuis tout petit. Alors, 2 écrivains émergés donc dans le temps présent, passionnés de la mer, et 2 tempéraments de corsaires. J'espère que vous allez vous chamailler, que ça ne va pas être cette connivence qui est insupportable, quand on regarde la télé, qu'on voit les gens ainsi s'aimer, se faire des mamours, c'est très vite irrespirable. Alors avant de passer en Méditerranée, un petit point rapide sur l'épidémie. Alors l'actualité de la semaine, c'est que le virus n'a jamais contaminé autant de monde, et pourtant les Européens ont l'impression que le danger est passé. C'est donc le retour du virus à Pékin. Et puis, c'est enfin la découverte d'un corticoïde qui réduit d'1 tiers la mortalité chez les malades gravement atteints. Merci et bravo aux Britanniques qui l'ont trouvé. La science progresse, ça va vite, c'est même la course
pour mettre au point un vaccin. Valérie Béranger. C'est une vraie course contre la montre au niveau mondial. Et ils sont 10 au total à être candidats pour un vaccin. C'est en tout cas ce que rapporte le dernier recensement de l'OMS. Mais difficile de faire le distinguo entre les avancées réelles ou affichées de chacun. Ceux qui communiquent le plus sont les Américains. Ces derniers affirment qu'ils seront prêts à entrer en dernière phase clinique dès juillet prochain. L'un des géants pharmaceutiques britanniques veut lui lancer un essai sur 50 000 volontaires et assure que ses premiers résultats seront obtenus à l'automne. Les Français ne sont pas en reste, avec notamment Sanofi, qui pourrait développer 2 types de vaccins, encore au stade de l'expérimentation animale. L'un d'eux, en collaboration avec les Britanniques, pourrait être mis à disposition sous 18 mois seulement. En clair, le laboratoire pharmaceutique français miserait sur un vaccin disponible à grande échelle pour la fin 2021. Un jackpot pour le pays gagnant qui pourrait s'inscrire comme étant le premier dans toute l'histoire de l'industrie pharmaceutique à assurer une commercialisation d'un vaccin à sa population, voire au reste du monde, aussi rapidement. Alors messieurs, la question de confiance, le virus, quelles conséquences? Antoine Assaf d'abord. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire du Covidus, c'est que le monde vient de découvrir que dans les équations, les principes qu'il traite, que ce soit géopolitique, diplomatique, il y a là une équation qui est vraiment oubliée depuis longtemps, qui revient, qui est l'équation de la nature. Ouais. Elle transcende, elle a une loi, et les scientifiques le savent, Raoult le savent, les médecins libanais le savent, les grands de Washington le savent, et voici qu'un Trump, qu'un président français, qu'un président européen, surtout les Suédois, s'adressent aux scientifiques pour résoudre le problème. Bon, en France, le politique et le scientifique se heurtent. C'est la loi de la nature qui m'intéresse là, qui surgit, qui parle. Richard. Merci de dire cela comme ceci sur la nature. Moi, pendant le confinement, j'ai réappris à parler aux arbres et à enlever les liserons et à soigner les arbres. Non, moi, le paradoxe, la contradiction qui m'intéresse, c'est que pendant cette période-là, on a redécouvert l'importance de l'État-nation. La plupart des États se sont repliés sur eux-mêmes. Et après la géopolitique d'après, le monde d'après, il faut bien retrouver un cadre universel et qui, malgré toutes les critiques qu'on peut lui adresser, ne peut être que les Nations Unies avec leurs agences techniques, dont l'OMS. Vous croyez à la fin de la mondialisation affreuse ? Moi, je m'attends au pire parce qu'indépendamment des appels à la souveraineté nationale, au Conseil national de la résistance, etc., on voit bien que le monde d'après va redémarrer encore plus fort que le monde d'avant dans les mêmes logiques. Pendant le confinement, je vous rappelle que Mme Ursula von der Leyen a signé un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mexique, ce qui est, je veux dire, un contresens absolu. Antoine Assaf, vous aussi, vous pensez que le monde d'après sera le même empire ? C'est-à-dire, il y a la question du changement, les gens le traitent comme si c'était une question qu'on aborde, tiens, je vais changer les poubelles, je vais changer la serrure de la porte. Ouais. Le changement réel dans l'histoire, c'est comme disait Nietzsche, c'est à pattes de colombe. Et c'est de l'intérieur que ça arrive. C'est-à-dire à pattes de colombe, c'est-à-dire ça va lentement, et c'est pas parce que j'ai passé 2 mois de confinement que je sors. Celui qui dit le monde sera autrement, cet homme-là, ça veut dire qu'il prépare ou un parti politique ou une main mise sur le pouvoir pour gouverner rapidement des aides. Lui dire tout a changé, je le suis, c'est lui qui connaît le changement. L'avenir appartient à celui qui aura la mémoire la plus longue. Alors, qu'est-ce qui se passe à Tripoli et à Beyrouth en ce moment, depuis 2 semaines ? Les manifs ont repris, comme avant le Covid, finalement. Et les gens sont furieux, ils en veulent à la classe politique qui a à la fois ruiné le pays et qui s'est engraissée au cours de ces décennies. Ils s'en prennent aux banques qui n'ont plus un dollar à verser. Et l'effondrement de la monnaie a engendré ce climat d'émeute. Et puis soudain, les chiites ont débarqué au milieu de cette agitation. Et on a l'impression que le spectre de la guerre civile est de retour au Liban. Vous y croyez ? C'est-à-dire le Liban en lui-même, depuis sa fondation, puisque nous sommes en 2020, depuis 1920, vit ce paradoxe. On a créé avec la France un État qu'on appelle républicain, c'est-à-dire inspiré de la Constitution de la 3e, où il n'y a pas un seul article confessionnel. Le pacte national est oral.
Il distribue aux communautés cet équilibre que vous connaissez tous, chrétiens, musulmans, sunnites et chiites et druzes, en plus cette minorité un peu obscure pour beaucoup de gens. Et voici que le pacte oral a dominé depuis un siècle les habitudes et que la Constitution était comme une sorte de gloire d'un État moderne. Mais en fait, les chefs de communautés, chacun dans sa région, Chouf, Sud, région, ont fini par, à mon avis, ne pas accompagner cette évolution moderne du Liban et mettre la main sur une fortune qui aurait dû faire du Liban, et là on prononce le nom, une Suisse du Proche-Orient organisée avec des services. Et voici qu'on découvre, après plusieurs révolutions, celle de 58 avec Nasser, celle de la guerre du Liban de 75 jusqu'à 90, que le Liban qui a voulu se reconstruire après les accords d'Otaïf, plus de 350 milliards de dollars depuis cette tentative, disparaissent dans les mains d'une junte obscure qui devient milliardaire et qui laisse un peuple sans électricité. Alors, vous signez effectivement un éditorial très enlevé sur le site Aletheia, et vous dites que chaque génération au Liban attend sa libération, sa révolution, et que l'heure de vérité sonne pour Michel Aoun. Oui, parce que le général Aoun, il est de l'institution de l'armée. Et l'armée, c'est la chose peut-être qui est la plus réussie au Liban à cause du général Chehab. Et le général Chehab avait lui-même cette constitution réelle. Donc, le général Chehab, c'est à la fin des années 50. Absolument. C'est cet officier qui crée un espèce d'État, en fait très laïque, un État de technocrate, un État fort. Ouvert, laïque, et qui maîtrise un peu, qui donne les rôles aux patriarches chrétiens et aux imams, aux recteurs. Mais il avait à côté de lui une figure extrêmement charismatique, un homme blond aux yeux bleus qui s'appelait Chamoun, qui lui avait une stratégie très complexe. D'un côté l'arabe, d'un côté le maronite, de l'autre les juifs. Il a voulu créer d'un côté les États-Unis, où il avait beaucoup d'entrées. Il était d'une habileté diabolique. Mais... Absolument. Il a fait venir le New Jersey et puis il avait cette ouverture. Mais vous rêvez, en fait, vous avez la nostalgie d'un État fort, dans un pays où il a toujours été faible. À mon avis, la force du Liban, c'est d'avoir toujours assumé ces paradoxes et ces équilibres communautaires que le monde n'arrive plus, même l'Europe n'arrive plus à le maîtriser. On a peur du peuple islamique. Le Liban réussit cela. Mais vous parlez du général Aoun et de son heure qui sonne. Si le général Aoun n'arrive pas aujourd'hui à concilier ces alliances extrêmes avec le Hezbollah et créer un Liban autour d'une armée forte qui reviendrait dans le sud avec la finule plus forte encore, nous n'allons pas réussir à éviter beaucoup d'affrontements et même civils. Richard Labévière, vous connaissez par cœur le Liban, vous êtes allé souvent, vous avez même des entrées au Hezbollah. Il ne peut pas y avoir d'armée forte tant qu'il y aura une milice aussi puissante. Je crois que là, vous prenez les faits pour la cause. Il faut retourner la problématique et avoir, je souscris à ce qui vient d'être dit, mais pour avoir une approche plus régionale. Les problèmes du Liban ne sont pas seulement libano-libanais, mais sont proches moyen-orientaux, dans la mesure où, si vous voulez, on l'a dit, le général Fouad Chehab a incarné une certaine idée du Liban quasiment gaulliste. Avec à l'époque où le Proche-Orient était laïque, de 58 à 64, oui. C'est là où il y a eu une existence d'État, et malheureusement cet État tampon et n'a pas d'État encore aujourd'hui, est abandonné à des chefs de milice qui sont très corrompus. Mais la situation actuelle, elle s'explique de manière régionale élargie. Quand vous voyez que les États-Unis étendent les sanctions César, de ce médecin qui aurait pris des photos de massacres en Syrie, les fameuses lois américaines et les sanctions économiques César sont en train d'être étendues à l'économie libanaise, puisque les États-Unis qui ont perdu la partie en Syrie veulent absolument redéstabiliser la Syrie et l'ensemble de la région en y associant le Liban, en frappant le Liban de sanctions économiques. Et au moment où l'on parle, la livre libanaise qui correspondait à $1 1500 livres libanaises, on est aujourd'hui à $1 7000 livres libanaises. Et donc les États-Unis n'ont de cesse de vouloir faire chuter le gouvernement Hassan Diab actuel parce qu'il comporte des ministres du Hezbollah. Et la crise actuelle du Liban s'explique parce que les États-Unis veulent absolument préserver l'Iran dans l'Israël, dans leur face-à-face engagé avec l'Iran. Vous êtes terriblement libanais dans votre approche des choses, parce que finalement, les Libanais voient toujours un complot, voient toujours un arrière-cour, voient toujours les tireurs de ficelle. Alors que si vous prenez les chiffres, vous vous rendez compte qu'il y a une inflation de 50%, un recul du PIB de 12%, 35% des actifs au chômage, pratiquement la moitié de la population désormais sous le seuil de pauvreté. Oui. Ça n'a rien à voir avec le rêve glamour du Liban d'autrefois, et ça n'a rien à voir non plus avec la confrontation israélo-arabe
et sunnites, chiites. Et il reste fondamental. alentour. Ajouter à cela, Vincent, que le Liban accueille plus d'1 500 000 réfugiés syriens. C'est vrai. Et que, si vous voulez, l'homme lige de la Banque du Liban, Riyad Salamé, est l'homme de la dollarisation de l'économie libanaise, et l'homme qui, justement, répond davantage à ses commanditaires et bailleurs de fonds américains avant de répondre à son Premier ministre. Il était à recours, il est désormais le bouc émissaire de toutes les frustrations libanaises. Est-ce que, alors, on a vu surgir donc dans le centre de Beyrouth des chiites qui sont sortis de leur banlieue sud, des sortes de contre-manifestants. On a entendu le général Aoun qui réclamait de la sévérité, qui appelait à des arrestations, qui dénonçait les vandales, les saccages, qui avait un discours de fermeté. On avait un peu l'impression que c'était l'érection du pendu quand même, parce que on le sent quand même très démuni, le général. Comment est-ce que ça peut tourner, selon vous, Antoine Assaf ? À mon avis, puisqu'on a parlé des lois César, le Caesar Act, c'est une loi importante parce qu'elle nomme le coupable. Et les derniers noms, ou les premiers noms qui sont sortis, c'est le clan d'Assad. Et les Américains ont compris que c'est un clan, cette histoire, dans ce pays. Lui et son épouse, son frère, son beau-frère, etc. Et quand les noms libanais vont être libérés, nous allons voir, certains parlent du nom du gendre du général Bassil, l'ancien des affaires étrangères, d'autres parlent, ils vont nommer des clans pour dire que ce pays est tenu par des clans qui tiennent, comme des kleptocrates, les milliards, et qui tiennent ce peuple à qui ils ne fournissent pas les choses élémentaires en hospitalisation et électricité. Et c'est pourquoi ça va être un vrai tournant pour ce pays. Parce que comme la révolution est véritablement libanaise, c'est les chiites, les pauvres, les sunnites, les pauvres, les chrétiens pauvres qui se réunissent, et même les chiites ne sont plus contents de la gestion de Hezbollah depuis 2006, il peut y avoir un espoir. Et s'il y a une aide qui sortirait de là, alors le général Land n'a plus que le choix que d'aller vers cette milice extrême et lui dire « Vous avez des généraux chiites, allons-y pour la table ronde, pour intégrer cette milice dans l'armée et renoncer à cette menace contre Israël qui sera la destruction du Sud-Liban parce qu'Israël est prête aujourd'hui avec 100 000 hommes, pas 8 000 hommes. » Antoine, je vais vous dire quelque chose d'odieux. Je vais vous dire, le Liban, et vous allez me répondre, le Liban est caput. Le Liban, et surtout, il est out, dans le sens où son intérêt stratégique est dévalué. Autrefois, il était un modèle. Désormais, il n'est plus qu'une ancienne province de l'Empire ottoman, un peu excentrique, un peu excentrée aussi. Et il n'a plus d'intérêt stratégique. Et donc, le monde entier s'en fiche de ce qui se passe au Liban, comme il se fiche de ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie ou à Gaza. Je peux te répondre, Vincent, en te disant que dans la géopolitique, il ne faut pas oublier que la géographie est première. Pour changer la stratégie du Liban et sa destinée stratégique, il faut l'enlever de là où il est. Or, il est à 220 km, le seul pays qui joue le triangle, que ce soit pour l'Europe, la France, quand elle arrive au Liban, c'est le seul pays où elle a eu un mandat, où elle n'a pas les réactions des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, de la culpabilité historique. Elle arrive chez elle comme elle arrivait au temps de Gouraud. Elle est aimée, sa francophonie est aimée. Il n'y a pas de culpabilisation et de génération de Libanais comme moi qui viennent ici pour dire « vous nous avez colonisés ». Et c'est pourquoi je dis qu'Israël, puisqu'elle est le voisin à côté, c'est cette présence d'Israël qui fait que le Liban ne perdra jamais sa puissance stratégique. Israël tiendra à ce que le Liban ne soit jamais une république islamique radicale. Oui, d'accord, oui, je suis assez d'accord dans la mesure où moi j'ai un bureau à Beyrouth tous les jours que Dieu fait. On voit la chasse israélienne violer l'espace aérien, des bateaux militaires israéliens violer les eaux territoriales, surtout qu'elle renferme du gaz. C'est le Hezbollah qui tient le pays en otage. Non, mais le Hezbollah ne tient pas le pays en otage. Ça nous renvoie à la problématique des armes. Les Américains disent en ce moment, on lâche la pression économique sur le Liban si vous rendez les armes. Mais le problème, c'est que Nasrallah, dans son dernier discours, il y a 2 jours, a répondu à cela en disant on ne rendra pas les armes tant que l'armée libanaise est sous-équipée. Et l'armée libanaise a des fusils en carton. Chaque fois que la France éternelle a voulu moderniser l'armée libanaise, moi j'ai assisté à différentes réunions, 2 heures après la réunion interministérielle, il y avait un message du Conseil militaire israélien pour dire à la France non, vous ne pouvez pas livrer de missiles Milan, d'hélicoptères, etc., etc. Donc aujourd'hui, on le voit quand il y a des affrontements avec des factions djihadistes unies dans la Beka, Ersal ou autres,
d'autres. Je dirais, qui défend l'intégrité territoriale et politique du Liban, c'est le Hezbollah, et qui conserve ses armes parce que l'armée libanaise est sous-équipée. On pourrait en parler pendant des heures. Oui. On va prendre la mer, on va prendre un peu, non pas de la hauteur, mais Si un tu peu de permets champ. une remarque, c'est Un mot, que tout un ce qu'il dernier. dit se résume, pour ceux qui nous écoutent et qui sont des juristes, autour de 2 résolutions, la 1559 qui désarme Oui, les milices absolument. et la 1701 qui respecte le cessez-le-feu dans le Sud. Le Hezbollah est tellement subtil dans sa politique qu'il est le premier à respecter la 1701. Et il y a des menaces de missiles. Mais il y a 1559, le chef de Hezbollah dit non, vous n'allez pas nous désarmer sans une table ronde préalable. Et je crois dans le peuple chiite, il finira par une table ronde, C'est pas par une guerre. c'est ça qui est terrible avec le Liban et les Libanais, c'est que leur passion occupe obligatoirement l'avant-scène et tout le reste, la Méditerranée, passe au second plan. On va parler quand même un petit peu de ce qui s'est passé au large de la Libye, Nous sommes la porte donc à la de cette espèce de bataille navale qui n'a pas eu lieu. Je résume un peu les faits. Il y a une frégate française qui a voulu contrôler un cargo qui était connu pour acheminer de l'armement en permanence, qui faisait des navettes entre Misrata et la Turquie. Elle a voulu donc le contrôler. À ce moment-là, elle a été éclairée, comme on dit, par une frégate turque qui était arrivée à la rescousse. Éclairée, c'est-à-dire que c'est un coup de radar et c'est une mesure d'intimidation, c'est une mesure juste avant. C'est comme si on vous pointait un pistolet sur la nuque avec le doigt sur la gâchette, évidemment. C'est un acte extrêmement hostile. Les Français ont continué leur route et ils ont protesté avec véhémence. Qu'est-ce qui s'est passé, Richard Labévière, à votre avis? Pourquoi est-ce que les Turcs ont fait ça? Ce qui s'est passé, il y avait un exercice commun de l'OTAN en mer, auquel participaient des frégates turques, italiennes et françaises. Et au moment où la frégate, la FLF, la frégate légère furtive, le Courbet, veut contrôler un cargo connu pour transporter des armes et Des briser blindés, pas des petites munitions, des pas de blindés poudre, hein. et briser l'embargo décrété par les Nations Unies sur les armes à destination Et que personne ne respecte. que personne ne respecte. Mais là, le Courbet est engagé pour s'approcher de ce cargo. Et là, la frégate turque qui participait à l'exercice de l'OTAN, puisqu'il faut quand même rappeler que la Turquie est toujours membre de l'OTAN, procède à ce qu'on appelle une illumination radar, effectivement, qui est une saisie du bateau, qui est le coup de semonce avant l'ouverture des tirs. Et ça, c'est un acte gravissime, c'est un acte de guerre. Hein. Ouais. Donc là, de fait... C'est un acte de guerre entre pays alliés, au sein d'un exercice de l'OTAN. C'est absolument inimaginable. Et donc aujourd'hui, la presse turque d'aujourd'hui que j'ai consultée avant de venir parle d'une grande victoire et d'une défaite française en Méditerranée. C'est-à-dire que les Français ont refusé le combat, évidemment, oui, bien sûr, et sont écartés. Pour éviter l'escalade. Mais en même temps, ils ont obtenu un bénéfice, qu'ils ont démasqué la Turquie. Mais en même temps, tout le monde sait bien que la Turquie arme le gouvernement en place à Tripoli, le gouvernement d'union nationale, qui s'appelle ainsi par antiphrase, parce qu'il est terriblement désuni et il n'est absolument pas national, et il ne gouverne absolument pas les milices qu'il soutiennent. Mais les Turcs, donc, ont pris pied en Libye. C'est eux qui ont obtenu la défaite du maréchal Haftar. Oui, pour une raison très simple qui nous ramène au Liban. Oui, quel est l'intérêt de faire semblant de contrôler un trafic d'armes que tout le monde voit, connaît, alors que tout le monde s'empoigne à Tripoli? Non, mais disons que là, il faut rappeler l'ingérence turque, elle est motivée par quoi? Elle est motivée par un accord qui concerne l'exploitation des nappes offshore de gaz en Méditerranée orientale entre Israël, l'Égypte et Chypre. Et donc, pas le Liban non, parce que le Liban, si vous voulez, a des grandes zones, mais qui sont contestées par Israël. Et donc là, le contentieux n'est pas réglé. Donc, les Turcs sont exclus de cette exploitation du sous-sol. Ils veulent modifier les eaux territoriales et ce qu'on appelle la zone économique exclusive, la ZEE, pour créer un couloir maritime entre la Turquie et la Libye. Et c'est pour ça qu'ils décident. La Turquie, la Libye. Si vous tracez une ligne, vous niez totalement la Grèce, Chypre, plus rien n'existe. En fait, il s'accapare la moitié de la Méditerranée. Absolument. Et ça, si vous voulez, la Turquie prend en fait et cause pour le gouvernement Sarraj qui s'appuie sur des factions très très liées aux frères musulmans. Erdogan est un frère musulman appuyé par le Qatar, et donc ça bouleverse absolument toute la géopolitique, non seulement maritime, mais de la Méditerranée
et du conflit. Est-ce que les ambitions d'Erdogan sont plus vastes? Est-ce qu'il s'agit aussi de mettre le pied au Maghreb? Oui, absolument. L'ambition qu'on qualifie de néo-ottomane d'Erdogan est beaucoup plus vaste. Elle concerne un retour dans l'Afrique du Nord, au Maghreb, en Libye, mais aussi en mer Rouge. Au jour d'aujourd'hui, la Turquie et le Qatar construisent un port militaire sur la presqu'île de Souakin, en mer Rouge. Souakin, c'est juste en face du port militaire de Jeddah, en Arabie Saoudite. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que Erdogan est en train de faire ce que vous voudriez voir faire par les dirigeants français, c'est-à-dire s'imposer par la mer dans la grande mêlée de la mondialisation, en fait. Oui, mais la grande différence, c'est que la France s'efforce d'être garante du droit maritime international et d'un respect d'un certain nombre de résolutions du Conseil de sécurité, alors que Erdogan les viole en permanence. C'est quand même toute la différence, au nom de la propagation de l'idéologie des frères musulmans dans l'ensemble du monde arabo-musulman. Qu'est-ce qu'en dit le capitaine de frégate? Quand même, dans cette région, il faut savoir, quand Napoléon III est arrivé avec l'expédition française, le fameux Haute-Poule-Beaufort, débarquement en 1860. Il y avait la flotte russe de Nicolas Ier qui était alliée. Ils ont pu maîtriser, sauver les chrétiens d'Orient, Liban et Syrie. La Végerie est venue et puis on a commencé à préparer l'arrivée de la France et plus tard, et la Russie jusqu'aujourd'hui domine l'ouest de la Syrie et il faut savoir que la flotte russe s'y trouve et Poutine regarde tout ça. Donc c'est toujours sous le regard de la flotte russe que les Turcs font ce qu'ils peuvent faire et la flotte française, elle est là. À l'intérieur, je ne crois pas que notre ottoman sultan un peu caricatural puisse aller au-delà et reconstituer quoi que ce soit. Les Russes observent, il y a la flotte américaine, il y a la 5e dans le Golfe Persique, et il y a, je crois, la 6e qui est américaine, qui est pas loin. Et il y a un accord objectif, Vincent, auquel je crois de plus en plus, qui permet à ce que les Russes, une fois qu'ils ont terminé cette guerre et qu'ils veulent reconstruire la Syrie, sont en train aujourd'hui de laisser ce régime se détruire avec un feu vert pour les Américains et les actes César, et laisser la Turquie faire ce qu'ils peuvent et maîtriser une nouvelle carte du Proche-Orient où les Américains reviennent à l'est de l'Irak, etc. Merci. Et à mon avis, les flottes navales sont là pour protéger cela et tout le reste, c'est des fanfaronnades ottomanes. Alors, si vous voulez comprendre d'où vient le Liban, se replonger un peu dans l'histoire, je vous recommande cet ouvrage écrit par un homme érudit, François Boustany, qui n'est pas un historien professionnel, ni un homme politique, il est médecin, il est cardiologue, et son bouquin est formidable. Et puis peut-être, à propos de l'influence française et du jeu qu'elle a pu jouer au Moyen-Orient, ce livre de Roland Lombardi sur les 30 honteuses, qui est un livre catastrophiste qui parle de la fin de l'influence française dans le monde depuis l'avènement de l'ayatollah à Khomeini. Je le dédie celui-là à Richard Labévière, comme ça je fais. C'est Noël, les amis. Hein, voilà. Et Reconquérir la mer, hein, Reconquérir par la mer, hein, aux éditions Temporis, avec une préface de Jean-Pierre Chevènement, le livre donc de Richard Labévière. Ainsi va le monde sur Télé Sud, ICO, à la semaine prochaine.